Des dizaines de millions d'années d'accumulation de matière organique. Et puis cette eau qui, après avoir créé cette pierre, petit à petit l'a dissoute. Nous sommes la tête dans le ciel. Il n'y a pas plus haut à quelques dizaines de kilomètres à la ronde. On entend les bruits assagis de la ville qui montent petit à petit sans que rien ne soit violent, tout est filtré. Au XIIe siècle, la ville faisait environ 5000 habitants. Toute la cité pouvait être accueillie dans cette cathédrale qui était, avec les remparts et puis quelques autres monuments, probablement les seuls monuments en pierre. Nous sommes donc à l'intérieur de cette énorme tour de Navarre qui a été construite au tout début du XVIe siècle. C'est une tour qui, quand on est à l'intérieur, qui enveloppe, c'est une tour qui protège, c'est une sorte de matrice. Ici, la pierre se fait cuirasse, elle se fait rempart, elle se fait fortification. François Ier et ses prédécesseurs sont allés chercher en Italie une mode tout à fait particulière, originale, qu'on ne connaissait pas ou très peu en France. La mode du bossage, donc faire en sorte qu'un mur ne soit pas vide, faire en sorte de créer du relief, créer artificiellement du volume en jouant sur l'ombre et la lumière, donc sur ces parements qui accrochent la lumière et qui font apparaître la fortification un petit peu plus ample et grande qu'elle ne l'est en réalité. Et ce corset de pierre qui entoure la plupart des villes en France jusqu'au XVIIIe siècle, c'est une manière d'affirmer la puissance. L'arc gallo-romain, c'est d'abord le monument probablement le plus ancien de la région, puisqu'il date de 20 avant Jésus-Christ. C'est un calcaire très blanc, avec cette patine un petit peu grise, mais d'un gris très clair. Toutes sortes de modèles de pierre, depuis la pierre de taille classique pour les parements intérieurs et extérieurs, les bossages qui de temps en temps sont décorés de figures animales ou humaines, et puis bien évidemment ces pierres qui sont un petit peu plus spécifiques et qui sont taillées sur plusieurs faces que constituent donc les claveaux des arcs ainsi que les clés de voûte. Parce que nous, on extrait que pour faire de la taille. On ne fait pas pour les routes, on fait pas du concassé. Et ça abîme pas là, parce qu'il y en a qui travaillent à l'explosif, tout ça, que nous non.
La première phase, c'est de commencer par faire le trou à l'horizontale. Faire un trou à l'horizontale de 9 cm sur 20 mètres de longueur, lequel qu'on va rejoindre par un trou vertical de 5 cm, tout ça avec des alignements de ficelles, de fil à plomb et de règles, pour pouvoir passer le câble pour scier la pierre. Après ça, le but c'est de passer la ficelle à l'aide d'air pour accrocher notre câble, le relier et le mettre à la machine qui entraîne le câble et qui va scier cette partie de pierre. Et ensuite, dans le trait de sciage, on met des coussins d'air que l'on va gonfler à 2 kg pour écarter la paroi rocheuse et la faire tomber pour pouvoir la découper par la suite. Et voilà. Des fois 90% de perte, tout dépend des secteurs où on extrait la pierre. C'est pour ça que c'est une pierre qui revient très cher. C'est une pierre qui est beaucoup micro-fissurée, qui est pleine de lézards et d'eau. Et puis elle n'est pas suivie. Ça peut être très beau comme ça, et derrière, à 1,50 m, ce sera moins beau. C'est pas du tout suivi, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Toutes ces pierres-là, on les a refait vraiment l'identique. On va mettre 2 tiges inox, 2 boujons. Après, on va faire les joints et puis on va injecter du coulis. C'est une pierre qu'on n'utilise que pour le château de Pailly et pour les remparts ainsi que la cathédrale de Langres. C'est tout. 3 mois de travail en taille de pierre. Et puis on a fini donc par les joints et puis la patine, une patine toute légère. La patine elle est faite à base de la poussière de terre, donc la poussière de pierre de Langres. Et puis de la chaux qu'on mélange, et puis de l'eau, c'est tout. Il n'y a pas de substance chimique là-dedans, non. Que du naturel. C'est un gars que je connaissais qui m'a fait découvrir la pierre, donc l'ancien formateur, donc c'est lui. Puisque moi-même avant je faisais des 100 bâtiments. Donc c'est 2 métiers puisque pour tailler la pierre il faut savoir faire des 100. Donc dans notre métier il y a 2 parties, hein, la partie tracée et la partie exécution. Donc il faut avoir ces 2 compétences-là pour être un bon tailleur de pierre. Donc c'est ce qui nous permet de tracer avec exactitude la forme des pierres. Ce qui nous passionne dans la retransmission comme ça, c'est surtout les résultats vis-à-vis des stagiaires qui font carrière derrière, qui s'épanouissent dans ce métier-là. Et voilà quoi, c'est de voir qu'il y a des gens, ici les 90% des gens en arrivant là n'ont aucune connaissance dans le métier, ni même dans les métiers du bâtiment. Et ils trouvent une passion, parce que c'est un métier, mais c'est une passion de toute façon. On peut pas faire un... Je pense pas qu'on puisse faire ce métier-là sans être passionné.
là on entend le chemin de fer. Hein. Donc c'est un rabot à pierre. Donc ça c'est une forme assez récurrente dans la taille de pierre, c'est une doucine. Une des premières moulures simples, mais bon c'est vraiment quelque chose de classique que vous verrez souvent dans les corniches. Et donc là je travaille vraiment avec de l'outillage on va dire professionnel que vous trouverez dans tout atelier, c'est ce qu'on appelle communément un pétard, un marteau pneumatique. Et donc là je suis en train de faire ce qu'on appelle un épanelage. Moi je veux cette forme là. Parce que là ma pierre vient, enfin ma forme vient s'amortir ici. Donc faut que j'aille enlever ça. Après une fois que j'aurai enlevé ça, autre épanelage. Je vais aller l'attaquer comme ça, en biais. Bon j'y suis dans 5 minutes. Hein. Ouais. Et donc après c'est ainsi de suite, on va aller chercher différents petits morceaux jusqu'à obtenir vraiment la forme voulue. C'est donner l'illusion que c'était fait à la main. Avant, on laissait les traces d'outils parce que voilà, quand on taillait, les traces elles étaient là et on n'essayait pas forcément de polir ou de lisser les pierres et avoir des surfaces parfaites. Là, on est un atelier, donc en général ça va, mais dès qu'on est en chantier, il y a quand même les cailloux à manutentionner. C'est les positions qui ne sont pas forcément toujours idéales. Donc c'est le bruit, la poussière, les intempéries.
La pierre ne bougera pas par elle-même, quoi. Bon, c'est le joint qui bougera, peut-être une pierre ou deux qui va... Les parements qui vont se décoller, parce que ça arrive, il y a des veines dedans. Puis des fois, l'eau, elle arrive à passer, puis ça gèle quand même. Hein. Mais ça gèle moins que quand c'est fait au ciment. Parce que la chaux est moins étanche que le ciment, c'est-à-dire que l'humidité ressort quand même. Et c'est pour ça, des fois, quand il pleut, 4-5 jours après, on voit des taches dessus. C'est l'humidité qui est derrière qui ressort. C'est pour ça qu'on fait des barbacanes aussi. Ça permet l'air de rentrer dedans et d'assécher le mur derrière. Et nous, on a remis des drains derrière. Comme ça, tout le mur, la hauteur est ventilée. Autrement, ben, si comme c'était fait dans le temps, c'était fait au ciment et l'eau reste derrière. L'eau gèle l'hiver et ça décolle les parements de pierre. Et comme un œil naissant couvert par ses paupières, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres.